Bonjour à toutes et bienvenue au sommet des héroïnes du Nouveau Monde, conversation avec des femmes singulières et semblables qui inspirent et éclairent le monde. Je suis ravie de vous retrouver et de vous permettre de découvrir des femmes qui, par leurs actions, par leurs idées, par leurs projets et par leur niveau de conscience, font bouger le monde. Elles prennent la parole pour nous guider sur une voie qui ouvre à soi-même, aux autres et au respect de la nature. Elle parle entrepreneuriat, empowerment, leadership, créativité, médecine, énergie, intuition, alignement et même amour, pour guider et guérir des peurs du passé et nous permettre de nous mettre en marche vers un nouveau paradigme où tout sera plus aligné, respectueuse du vivant, ou respectueux du vivant, pardon. Je m'appelle Nathalie Renard, je suis exploratrice dans l'âme, certains disent même alchimiste. Et je vais vous présenter Françoise Vernet. Elle est fondatrice et directrice de la Fondation Pierre Rabhi, présidente de l'association Terre et Humanisme, directrice pendant 4 ans chez Kaizen, magazine Kaizen, et maintenant elle est co-directrice de la collection Je passe à l'acte chez Actes Sud. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous présenter en quelques mots Françoise. Eh bien, Françoise a une première aventure, pardonnez-moi, professionnelle chez Bien Jouer, un catalogue de jeux éducatifs, puis elle entre chez Nature et Découverte, où elle a lancé un nouvel univers, bien-être, nature, puis créé le service marketing et communication de chez Nature et Découverte. Tu es partie pour créer et diriger ensuite la fondation Pierre Rabhi, puis le magazine Kaizen, et maintenant la collection Je passe à l'acte chez Actes Sud. Tu es une figure du mouvement de la transition, tu es impliquée à l'échelle locale et nationale pour inspirer dans la joie et avec plaisir la nouvelle révolution qui vient de l'intérieur. Et tu souhaites aujourd'hui aborder le thème suivant qui est réconcilier l'homme et la nature. Bonjour Françoise. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. Je crois que tu es la très bienvenue dans ce sommet. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelques mots par rapport à cette présentation ? Oui, ça fait un peu pompeux les titres de directrice, présidente, etc. Je pense que ce qui est important, c'est qui on est et quel fil on tire. Voilà. Moi, j'ai essayé, en tout cas, depuis ma tendre enfance dans le Gers jusqu'à aujourd'hui, d'explorer le lien qu'on peut avoir avec la nature, comment est-ce qu'on peut la respecter, comment on peut vivre avec, bien entendu en présupposant que nous ne sommes pas supérieurs à la nature, mais que nous sommes un des éléments de la nature, au même titre que les grenouilles, les arbres ou les scarabées. Voilà. Et ce chemin, en fait, m'a amené d'aventure en aventure, qui sont avant tout des aventures humaines, parce que je pense qu'on ne fait rien tout seul, même si on est sur son propre chemin d'évolution et si on essaye on va dire, de résoudre ses propres contradictions ou si on essaye d'avancer en conscience, on avance avec les autres. Voilà. Et ce qui m'a plu dans ces différentes aventures, c'est les rencontres, c'est ce que j'ai pu tisser et c'est de ça dont je me souviens. Forcément, tout n'a pas été toujours rose, hein, mais voilà, c'est mener des aventures avec des hommes et des femmes, partager des convictions et essayer de les incarner. Voilà. Les porter et les incarner. Mm. Pourquoi le bien-être naturel chez Nature et Découverte ? En fait, Nature et Découverte, quand je suis arrivée à la fin des années 90, il y avait une trentaine de magasins et Nature et Découverte était principalement dédié, je dirais, à comment accompagner les humains et surtout les urbains pour découvrir la nature. Donc, on était dans une exploration, on était donc dans
de l'astronomie, on était dans de la randonnée, on était dans un peu de jardinage, mais beaucoup de, on va dire, d'outils et de manuels ou d'accompagnement sur comment aller dans la nature et observer la nature. Et en fait, on s'apercevait aussi qu'à ce moment-là, il y avait la possibilité de rapporter la nature, alors non pas de dépouiller la nature, mais de faire en sorte que une grande majorité quand même de la population sur la planète vivant en ville, on a moins de proximité avec la nature et on veut garder ce lien avec la nature. Alors le lien évident, il est par l'alimentation, puisque voilà, tous les jours, on essaye quand même de manger des fruits, des légumes. Là, je pense que maintenant, il y a une montée en conscience qui existe. Mais c'était aussi de dire comment est-ce que la nature je peux profiter des bienfaits de la nature. Voilà. Et donc, assez rapidement, on a proposé des articles autour de la cosmétique bio, que ce soit avec de la châtaigne corse, avec des algues d'ouessant. On a proposé tout ce qui est huile essentielle. Donc, bien entendu, on parle d'aromathérapie, on parle de massage, on parle de tisane. Voilà, c'est en fait comment je peux vivre en harmonie avec la nature et comment la nature qui a on va dire, une capacité holistique à fonctionner, c'est-à-dire que dans la nature, les déchets des uns sont les richesses des autres, etc., dans une approche un peu permaculturelle ou agroécologique. Comment est-ce que moi, qui suis métro boulot dodo et qui ai quand même envie d'être en lien avec la nature, je peux en profiter? Je peux prendre des huiles essentielles pour me relaxer. Je peux bien entendu avoir un bain dans lequel je vais mettre des algues d'ouessant. Je peux avoir une douce musique. Voilà, donc c'est vraiment... Donc c'était toute cette dimension. Donc ça a été développé au tout début des années 2000. Et immédiatement, en fait, ça a eu un succès retentissant. Voilà, je pense vraiment que les Français et les Françaises, parce que ce n'était pas que des femmes, hein, voilà, c'était à point nommé dans ce qu'on avait envie de vivre en lien avec la nature. Et donc, bien entendu, Nature et Découverte étant dans cette dynamique aussi de partage et tout au moins à l'époque et d'apprentissage, c'était des stages, c'était de la formation. Enfin voilà, on allait bien entendu plus loin puisqu'on avait tout un programme de sortie nature, mais aussi former les équipes parce qu'entre vendre une paire de jumelles et puis vendre une huile essentielle, vous imaginez, il y a un petit écart et donc il faut arriver à accompagner, voilà, ce qu'on appelait les guides conseils à l'époque pour appréhender cet univers. Je fais partie des fidèles clientes de Nature et Découverte que j'ai connues dans les années 2000 et effectivement, j'ai vu la progression de cette enseigne dans laquelle il avait déjà germé en moi l'idée d'y travailler et puis je me suis détournée de cette idée. Et c'est vrai que, comme tu en parles, je trouve que c'est encore d'actualité. C'est Bien sûr. vraiment maintenant qu'on prend conscience de pouvoir faire venir à son échelle aussi la nature à l'intérieur des maisons et d'en profiter vraiment pour soi quand on en est un peu privé parce qu'on ne peut pas aller Bien sûr. tous les jours marcher dans la forêt pour tous en tout cas. C'est vraiment essentiel de bien capter que même si on n'est pas dans la nature, on a des liens avec elle. Et c'est vrai qu'on va y revenir, hein, en quoi l'agroécologie réconcilie l'homme et la nature. Je te laisse la parole. Oui, alors on tire un fil qui est assez proche en fait. L'agroécologie, même si c'était une discipline scientifique, l'idée c'est vraiment, en tout cas si on lit Pierre Rabhi, Marc Dufumier, et puis si on regarde finalement la majorité des paysans du monde qui font de l'agroécologie, qui ne font pas de l'agriculture industrielle, ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas les surfaces adaptées. Et ils n'ont pas non plus, et heureusement, l'envie de s'endetter et d'être très dépendants, soit de firmes agrochimiques mondiales, soit de semenciers mondiaux qui essayent également de nous inféoder. Et donc, cette agriculture, en fait, c'est une agriculture intelligente, simple, qui est une agriculture qui se veut observatrice de la nature, hein, c'est-à-dire qu'on ne dompte pas la nature, on cohabite avec la nature et on essaie de comprendre comment tout ça s'équilibre. C'est-à-dire, souvent, on vous dit mettez du basilic à côté des tomates parce que les prédateurs de l'un seront utiles à l'autre. Voilà, il y a toute une complémentarité. Et donc, l'agroécologie, c'est vraiment comment faire
sur un biotope, là où on est, avec le sol que l'on a, avec l'ensoleillement, avec l'eau que l'on a, avec les rongeurs et autres prédateurs que l'on a, faire en sorte qu'on ait une agriculture qui ne soit pas destructrice, mais restauratrice, à la fois restauratrice des écosystèmes, restauratrice du sol. Aujourd'hui, on a trop de sols détruits, on a trop de cours d'eau pollués. Donc voilà, c'est une agriculture qui prend soin de la vie, donc de la vie sous toutes ses formes. Et la composante qui nous intéresse, c'est la composante humaine aussi, puisqu'en fait, c'est quand même l'homme qui travaille la terre. Et comment est-ce qu'en fait, on respecte l'homme tout en respectant la nature? Et donc, de la même manière que chez Nature et Découverte, on essayait de rester en lien avec cette nature, mais quelque part une nature qui vient à nous. Voilà, là, l'agroécologie, c'est comment est-ce que je peux prendre soin de la nature qui m'environne, puisque c'est aussi les paysages. Hein, l'agriculture façonne les paysages où on habite. Si vous habitez en Beauce, moi j'habite à 15 km de la Beauce, ou si vous habitez dans le Gers, on n'a pas tout à fait les mêmes, ou en Alsace, on n'a pas tout à fait les mêmes paysages. Donc c'est à la fois une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, donc c'est à la fois une responsabilité vis-à-vis on va dire, du territoire où on habite, et c'est aussi une responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Voilà. Et donc c'est la capacité qu'on a, en étant à l'écoute de tout ça, aussi à pouvoir se nourrir. Nous, on accompagne depuis des années un certain nombre de collectifs et de groupes de paysans, notamment en Afrique de l'Ouest, non pas pour leur enseigner les techniques que nous, dans le Nord, nous connaissons, absolument pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'abord, c'est on va dire des paysans du Sud qui les forment la plupart du temps, mais c'est surtout de se reconnecter à ces savoir-faire, parce qu'il y avait des savoir-faire traditionnels, parce qu'il y avait une connaissance de la nature qu'on avait, que nos grands-parents avaient, etc., et avec laquelle il est important de se réconcilier. D'aller faire du bidon-village ou d'aller vivre en ville en n'arrivant pas à se nourrir, en étant mal logé, etc., etc. Voilà, on a bien compris, je pense aujourd'hui en 2021, que ça n'est pas la panacée, et qu'il vaut mieux aider des jeunes à rester dans un village togolais et à être capable à la fois de se nourrir en cultivant un lopin de terre, peut-être d'en vivre aussi si on le transforme, mais tout en étant ébéniste. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, comme dit Pierre Rabhi, cultiver son jardin, c'est un acte de résistance. C'est probablement le premier qui montre qu'on est capable d'être autonome et qu'on est capable, si demain nous n'avons plus de camions, nous n'avons plus la possibilité d'acheter tout ce que la mondialisation nous propose, on pourra au moins manger des carottes, du céleri rave et des petits fruits que nous aurons cultivés dans notre jardin. Oui, mais enfin, toi, tu parles de ça parce que tu as encore un jardin, mais ceux qui habitent en ville, ils sont plus restreints dans leur jardin. Hein. Bien sûr, mais ceux qui habitent en ville, aujourd'hui, on a plein de jardins collectifs. On fait d'ailleurs chez Terre et Humanisme une formation à destination de personnes qui travaillent dans des jardins partagés ou des jardins collectifs. Donc on a cette possibilité-là, on a des jardins ouvriers. Moi j'habite en Rambouillet, il y a des jardins ouvriers. Moi j'ai pas de jardin qui se prête, on va dire, à la culture maraîchère. Voilà, il y a le système des AMAP, il y a les épiceries participatives, les épiceries solidaires, le réseau VRAC qui existe à Lyon pour les plus démunis, qui veulent quand même avoir accès à une alimentation de qualité. Et VRAC, aujourd'hui, c'est un peu partout en France, c'est aussi dans les universités. Donc voilà, on sent en tout cas, moi, ce que je ressens pour être très impliquée dans ces univers-là, c'est la créativité humaine sur le sujet de se nourrir et se nourrir qualitativement et en conscience. Plein de possibles aujourd'hui. On a vraiment un champ des possibles. Voilà, avec aussi une capacité qu'on a à peut-être revisiter nos modèles, à savoir nos parents ou nos grands-parents mangeaient peut-être 2 fois de la viande par jour. Nous, on a peut-être fait le choix d'en manger 2 fois par semaine, de manger une viande de qualité qui a été produite chez quelqu'un à côté, qui ne va pas maltraiter ses bêtes. Enfin voilà, donc tout ça, c'est... Revenir en conscience, en tout cas, Oui. de ce qui va nous nourrir, donc ce qu'on va ingérer quand même, hein, parce que c'est vrai que laisser à distance ce que l'on mange, c'est pas une bonne, enfin, c'est une bonne idée, quoi. Hippocrate disait fais que ton aliment soit ton premier médicament. J'ai fait 4 ans de naturopathie et c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas assez conscience que ce que l'on se met dans le corps, c'est ce que l'on est en fait. Voilà, donc quand on prend beaucoup de médicaments, quand on mange on va dire une alimentation qui est raffinée, transformée, des plats cuisinés qui coûtent cher en plus, qui est vraiment pas du tout.
quand vous faites des carottes râpées et des œufs, ça ne coûte pas ce que coûte un plat préparé de hachis parmentier. Donc voilà, je pense que c'est à nouveau, c'est un chemin. Moi, quand on avait lancé chez Nature et Découverte le bien-être, on voyait bien que les premières clientes, c'était des jeunes mamans, en fait, qui voulaient le mieux pour leur bébé, qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter pour elles de la cosmétique bio, etc., mais elles voulaient le mieux. Et donc, le mieux, c'était l'alimentation, c'était les soins, voilà. Et puis, petit à petit, les niveaux de conscience, progressent. De la même manière que peut-être à un moment donné, on a le luxe de se dire, mais j'ai un compte dans telle banque, mais que fait cette banque avec mon argent? Est-ce qu'ils soutiennent des entreprises pétrolières ou est-ce qu'au contraire, ils permettent l'entrepreneuriat social d'émerger en France ou bien des agriculteurs qui souhaitent s'installer et qui n'ont pas de capital? Enfin voilà, donc je pense que tout ça, c'est un chemin de conscience, c'est comme l'histoire de sa santé. Est-ce que je confie ma santé à mon médecin ou est-ce qu'en partie, j'essaye d'être actrice de ma santé? Voilà, je pense que petit à petit, comme dirait Kaizen, on reprend du pouvoir. Voilà, c'est vraiment ça qui me semble important. Pas à pas, tous les jours, un petit peu, mais sûrement. Oui, et puis souvent, en fait, c'est pas une méconnaissance, c'est une prise de conscience. C'est qu'à un moment donné, on se dit, mais tiens, je ne m'étais pas posé la question, je ne m'étais pas demandé. J'ai un livret A depuis des années, j'avais 8 000 € dessus, mais qu'est-ce qu'il devient cet argent? En fait, ça me rapporte, je vais dire n'importe quoi, 30 € par an. Et en fait, cet argent, il est utilisé. Il n'est pas juste, il n'y a pas 800 billets qui sont posés sur une table. Et à quoi il est Voilà. utilisé, À effectivement. quoi il est utilisé? Voilà, quelle est l'éthique en fait? Est-ce que les gens à qui je fais confiance me ressemblent? Est-ce qu'on partage les valeurs? Est-ce qu'on est dans la même dynamique? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je me questionne et que je me réaligne par rapport à ça? Quels sont les autres moyens pour faire comprendre à l'homme ces enjeux, s'il y en a-t-il d'autres autour du vivant? Bah, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont de cesse depuis des années, que ce soit le GIEC, que ce soit l'IPBES sur la biodiversité, de nous alerter en fait et de nous alerter sur la disparition du vivant. Là, il y a encore une espèce, je crois que c'est les éléphants, je ne sais plus quelle variété d'éléphants. Donc, on a en effet la chance d'avoir des scientifiques qui sont capables de nous informer et de nous alerter. On a aussi l'attention qu'on peut porter aux vivants autour de nous et voir que il y a peut-être moins d'espèces d'oiseaux, il y a peut-être moins de papillons, il y a peut-être par exemple, quelque chose qui est très symptomatique. Quand on était petite, on avait sur les pare-brises plein de moucherons, voilà. C'était, mais bon, aujourd'hui, c'est pas la folie. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on nettoie plus souvent les pare-brises, mais je crois pas. Donc voilà, c'est d'être attentif aussi. C'est par exemple soutenir quand on va au marché des paysans qui maintiennent des variétés anciennes. L'uniformisation de la tomate ou l'uniformisation de la pomme fruit, c'est quand même triste. C'est triste de se dire, après-guerre, on avait 120 types de pommiers en France et aujourd'hui, il y a 3 dominantes, la Golden, la Gala et la Granny, n'importe quoi. Voilà, donc c'est vraiment donc, d'être attentif finalement sans être non plus passéiste, c'était mieux dans les années 80, c'était mieux, voilà. Mais d'observer finalement que, en fait, c'est pas d'être dans une passivité sur tiens, le monde évolue et c'est vraiment trop triste. Non, parce que ce monde qui évolue, c'est le monde que nous, on façonne. Alors souvent, quand on est tout seul, on se dit oui, mais à l'échelle de 7 milliards et demi ou de 8 milliards d'habitants, ce que je fais, c'est ridicule. Mais non, parce qu'en fait, ce que tu fais, ce que je fais, ce que d'autres font, tout ça mis à bout, c'est l'histoire du colibri et du mouvement que Pierre et Rabhi et Cyril Dion ont lancé en 2007. Tout ça mis bout à bout, ça fait des océans finalement d'initiatives et également de choses positives qui nous arrivent. Il y a aussi des espèces qui devaient disparaître et qui ne disparaissent pas. Il y a aussi des réseaux comme le réseau des semences paysannes qui fédèrent plein de paysans en France, qui mettent en avant des variétés anciennes. Voilà, il y a aussi plein de choses qui se passent en fait. Mais la question, c'est à quel moment ce que je vois me donne envie d'être acteur et de changer mon comportement. Alors c'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce que tu dis peut rester extérieur à soi. C'est à quel moment ça m'impacte suffisamment Mm. pour
enclencher et se dire, OK, moi aussi, à mon niveau, je peux faire un premier pas. Mm. Je peux penser un peu autrement, je peux regarder le monde autrement. Et Mm. peut-être que finalement, cette expérience de la vie, elle est là pour ça. Elle est là pour que je regarde autrement. Elle est là aussi pour que je prenne ma place. En tout Mm. cas, c'est aussi depuis des années ce que j'essaye de faire en accompagnant ces femmes à prendre leur place professionnellement, mais pas Mm. que. C'est aussi avoir ce réflexe de se dire, OK, je fais ça et je Mm. prends le temps de regarder ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que ça a comme interaction avec la vie, la mienne, celle des autres et celle de la Terre. Ouais. Bien Et sûr. dans les actes engagés, tu publies, en tout cas, tu es directrice de collection et tu as coécrit ce manuel. Enfin, c'est peut-être pas un manuel, hein, c'est quand même Un ouvrage. un ouvrage, voilà, pour s'engager dans une AMAP. C'est une possibilité assez facile pour les mamans qui justement travaillent, de se dire, bon, ben voilà, je voudrais passer à l'acte, mais aidez-moi. Et Mm. l'AMAP, je trouve que c'est une belle passerelle. En fait, donc l'AMAP, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça a été créé, les premières en France ont été créées dans le sud au début des années 2000. Moi, j'en ai créé une il y a maintenant 10 ans dans le sud Yvelines, où on est, on va dire, 120 familles. On travaille à peu près avec 20 producteurs. Mhm. Et l'idée de la MAP, en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Alors, on les appelle les mangeurs, on les appelle les amapiens, il y a plein de noms variés. J'aime pas trop le consommateur parce qu'il y a déjà con dedans, donc ça me gêne toujours un peu. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que le kilo de carottes que j'achète 1,50 € à Céline, qui produit à côté de Rambouillet depuis maintenant 50 ans en bio, c'est 1,50 €, ils vont dans la poche de Céline. Quand je vais au supermarché, dont je ne citerai pas de nom parce qu'il y en a plein, où je paye 1,50 €, il n'y a que 30 centimes au mieux qui iront dans la poche de Céline. Et en fait, d'abord, Céline, elle a du mal à finir ses fins de mois, elle a du mal à payer ses salariés. Et c'est injuste parce que Céline, elle bosse pas 35 heures par semaine. Et donc, au passage, en fait, il y a comme ça X intermédiaires, et notamment les actionnaires, qui se servent à la fin. Alors c'est vrai que ces magasins sont des creusets d'intelligence marketing où on sait nous faire vendre et nous dire qu'on a les meilleurs produits, et alors en local, en bio, et qu'on fait travailler avec les producteurs, etc. Mais la réalité, c'est que à la fin du mois, le producteur, il est sous-payé. On le voit en ce moment sur les histoires de lait, etc. Je pense que les paysans sont en train de se faire entendre. Et donc, l'idée de la MAP, en fait, au-delà d'acheter en direct au producteur, c'est aussi une aventure humaine. Moi, je vois typiquement dans ces deux villages dans lesquels, puisque nous, notre AMAP s'appelle la MAP des deux villages, on est à cheval sur deux villages. Il y a aussi cette dimension qu'une fois par semaine, on se retrouve, on fait les paniers ensemble. Il y a des gens qui sont assez isolés dans les villages. Tout le monde ne fait pas métro boulot dodo et je vais travailler et je reviens le soir. Et même si je reviens le soir, finalement, au moins une fois dans la semaine, je vais peut-être voir mes voisins que je vais retrouver à la MAP. Et se tisse en fait dans ces espaces-là du lien humain, de l'entraide. On va partager les recettes. On va, là par exemple, il y a eu toute une histoire sur de la confiture d'orange. Donc on s'est mis à... Et puis... on va finalement économiser de l'argent. Moi, j'ai une de mes amies qui a mis 3 ans à rejoindre l'aventure parce qu'elle n'y croyait pas, parce qu'elle ne savait pas cuisiner le chou romanesco, parce qu'elle n'avait pas trop compris, on va dire, l'intérêt. Et quand elle a commencé à être à la MAP, au bout de plusieurs semaines, elle m'a dit, en fait, tu sais, je ne vais plus dans le supermarché le samedi où je dépensais 120 €. J'ai mon panier de 10 € à l'époque et je sais qui l'a cultivé. Et donc, je cuisine la totalité du panier parce que je ne vais pas jeter, parce que quelque part, Céline et son équipe, ils se sont donné du mal, il y a de l'amour. Voilà. Donc, l'AMAP, c'est vraiment un exemple. Alors après, il y a plein d'inconvénients dans les AMAP parce qu'on ne choisit pas ses légumes, parce que voilà. Donc là, on ne va pas rentrer dans cette dynamique-là parce que moi, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en tout cas, la beauté de cette initiative, c'est vraiment d'abord d'être au juste prix, de permettre à des gens de vivre sur un territoire, d'agir sur nos paysages à nouveau. Et moi, je pense que c'est important, l'esthétique de là où on vit, la beauté de là où on vit.
Et puis, c'est aussi d'être dans un lien social fort, un lien à son territoire. Et souvent, on voit que des AMAP se créent des hypercafés, se créent des clubs, activités en tout genre de randonnée, voilà, donc plein de ramifications. Nous, on a une épicerie participative qui a été créée non loin, voilà, donc on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives. Et pour donner un exemple, lors du confinement l'année dernière, du mois de mars au mois de mai, on a décidé dans un des deux villages d'ouvrir en fait aux non-amapiens parce qu'en fait une partie de la population assez âgée ne voulait pas prendre le risque d'aller dans les supermarchés, d'être masqué, etc., etc. Et donc on a fait la proposition à nos producteurs d'élargir momentanément à cette clientèle. Et bien sûr, on va dire 80 familles qui en ont profité. Il y en a une quinzaine qui a rejoint la MAP à la fin du confinement. Et il y a eu vraiment toute cette entraide, cette aide qui a été vécue très intensément. Alors, on était bien sûr dans le respect, on chargeait dans les voitures, on était masqués. Enfin voilà, on a respecté on va dire le cadre sanitaire qui nous était donné. Mais voilà, ça a du sens en fait. C'est d'être aussi moins isolé. Ça recrée des liens là où effectivement on a complètement distendu avec le caddie comme intermédiaire entre soi et les autres. Oui, puis le nombre de gens qui connaissent pas leurs voisins, enfin voilà, je veux dire, on rentre, il est tard. Voilà, en plus en ce moment, on n'a même pas la fête des voisins qui peut être faite. C'est quand même compliqué. Et donc l'idée de cette collection Je passe à l'acte, en tout cas, qu'on a imaginé avec Cyril Dion, c'est quand le film Demain est sorti en décembre 2015. En janvier 2016, c'était pas le succès qu'on a connu, on va dire, à la fin de 2016. Mais ce qu'on savait déjà, c'est que les personnes, les spectateurs qui étaient venus voir le film sortaient en disant, mais moi, j'habite à Dunkerque, j'habite à Toulouse, j'habite à Paris 12e, j'ai 2 enfants, j'ai un enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai des chiens. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je suis tellement inspirée, ce qu'ils font en Finlande, ce qui se passe en Islande sur la démocratie, ce qui se passe au bec et loin dans l'agriculture, comment est-ce que moi, petit citoyen qui a l'impression de rien pouvoir faire, je peux arriver à être acteur de ce mouvement? Donc, d'où le nom de cette collection qui s'appelle Je passe à l'acte, où aujourd'hui il y a 29 titres. Voilà, donc Tu m'en montrais un tout à l'heure, tu peux le remontrer. les deux derniers qui sortent qui sortent ces jours-ci en avril, donc c'est Procrastiner pour mieux créer. Alors là, j'ai adoré, voilà, avec Fleur de Blé. J'adore! Et Devenir consommateur le gluten, avec Angèle Macfereux, qui est une chef, qui est une de mes amies, qui a aussi fait des études de naturo. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner chacun, à la fois de comprendre pourquoi ça a du sens, on va dire, d'accompagner ses enfants avec Montessori, pourquoi ça a du sens de rénover une vieille bâtisse, pourquoi ça a du sens de réparer ses objets plutôt que de racheter. Et puis ensuite, quand j'ai compris pourquoi, peut-être que je suis plus enclin à passer à l'acte et donc s'équiper, s'entourer, se lancer, qui sont assez classiques. Et alors moi, ce que je préfère dans ces livres, c'est tenir bon. Parce que le nombre de gens qui vont à la piscine en septembre, mais en novembre, vous êtes tranquille, il n'y a plus personne dans les lignes, c'est quand même assez jouissif. Alors moi, j'en parle, mais plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis privée de piscine depuis septembre et c'est C'est horrible, c'est horrible. Et de sauna, et de hammam, et de tout ce qu'on peut trouver dans les piscines. Je suis d'accord. en tout cas, le besoin. Et l'océan et la mer nous ouvrent leurs bras dans quelques semaines. Donc, on n'attend que ça. Qu'est-ce que pour toi une héroïne dans ce monde? Au début, j'ai pas trop aimé le truc héroïne. Faut quand même que je sois honnête parce que moi, j'estime que je suis pas une héroïne. Je suis juste voilà, une personne lambda qui essaye oui, de faire des choses en fait. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai encore l'illusion que je peux changer le monde. Donc, be the change you want to see, c'est ce que Gandhi nous a partagé, ce que j'avais partagé d'ailleurs quand j'ai quitté Nature et Découverte. En fait, ce en quoi je crois, c'est que on est des êtres d'énergie et ce que l'on dégage, le plaisir, l'alignement, la cohérence, le sourire, la joie, l'envie, la passion, et ben en fait, ça donne envie. Comme moi, des gens me donnent envie. Voilà. Et c'est vrai que
je ne crois pas dans l'intégrisme, c'est-à-dire je ne pense pas que d'être intégriste peut donner envie aux gens de changer, parce qu'on est tous on est tous à un endroit du quai et on n'est pas prêt. Par exemple, dans la collection Je passe à l'acte, on peut pas faire, on n'aurait jamais fait devenir végétarien. En revanche, manger moins et mieux de viande, ça c'est intéressant, parce que finalement, on arrive à parler à un plus vaste public qui est prêt à faire le petit pas de côté. Il ne fera pas le grand pas parce qu'il ne fera pas le grand pas pour plein de raisons. Et donc, voilà, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est à la fois, c'est d'accompagner les prises de conscience. Donc, depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai créé une association qui s'appelle les Rencontres citoyennes, où j'organise des débats et notamment un événement à Rambouillet pendant 2 semaines qui s'appelle la quinzaine des possibles, où tous les soirs, pendant 2 semaines, on accueille des réalisateurs, des auteurs, des scientifiques, enfin, voilà, des personnes qui viennent nous partager ce qu'ils ont découvert et qui viennent échanger en toute simplicité. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est l'accessibilité. C'est de se dire, mais voilà, cette personne-là, dans son discours, elle est tellement éloignée de mon quotidien que je ne peux pas m'identifier. Voilà, donc c'est arriver à donner accès au plus grand nombre à une information accessible pour pouvoir s'approprier et en fait aller chercher au fond de soi les vraies raisons de changer. Et est-ce que la vraie raison, c'est pas ça, c'est-à-dire entretenir un peu son feu sacré pour Bien sûr. être dans la joie, tout Mm. simplement, hein, C'est et pour puis ça que la contrainte et l'intégrisme ne mènent à rien. C'est-à-dire que si on n'en retire pas du plaisir, on le fait un temps, mais la méthode Coué, je pense que c'est plus trop. Les jeunes générations ne sont pas trop dans ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai 2 ados, je les sens pas trop dans la méthode Coué. En revanche, bah voilà, quand je vois comment ils s'alimentent, quand je vois peut-être les réflexions qu'ils ont, les réflexes, c'est parce qu'ils ont été en contact, pas que avec moi, ils ont été en contact avec des choses qui les ont inspirés. Voilà, mais c'est vrai que on rejoint ce qu'on disait au début, en fait, prendre soin de soi, prendre soin de cette flamme intérieure qui fait que ben, on continue le chemin, parce que sinon, ben voilà, il y a un moment où ça n'a pas de sens. En fait, quand ça n'a plus de sens, ça s'arrête. Ou arrête. alors, vraiment, c'est parce qu'il y a un intérêt qui dépasse voilà, peut-être un engagement, mais normalement, quand il y a moins de sens, on se détourne. On se détourne des personnes, on se détourne des sujets. Voilà. Donc, arriver à cultiver ça, et souvent, je parle beaucoup avec des jeunes qui sont en train de finir leurs études, qui me demandent souvent de faire des rencontres comme ça. Moi, j'adore. Je leur dis, mais écoutez votre petite voix. Écoutez ce qui, au fond, vous parle, ce que vraiment vous avez envie de faire. Moi, comme plein de personnes de ma génération, au début, j'ai fait ce que je croyais être ce que je devais faire, parce que nos parents, parce que une pression sociale, parce que donc on fait des études. Mais au fond, si ce que vous croyez, c'est que vous avez vraiment envie d'être paysan boulanger ou d'être artisan ou sophrologue ou faire du reiki ou faire je sais pas quoi, de la peinture, parce qu'il y a une très belle peinture derrière toi. Voilà, c'est oui, il faut vivre. Très bien, c'est utopiste ce que je dis, bien entendu, mais est-ce qu'on a besoin de gagner autant? Enfin voilà, est-ce qu'on ne peut pas arriver à aligner finalement notre mode de vie avec ce qui nous réalise? Parce qu'en fait, dans ce chemin, on est là quand même pour se réaliser. Enfin, moi, je pense en tout cas. Et pour être heureux, pour être fier, pour avoir accompli quelque chose, pour avoir tu parlais d'amour tout à l'heure. Voilà, je pense que l'amour universel, partagé, croire en l'autre, croire en soi, c'est quand même ce qui nous inspire. C'est pas gagner plus de fric, avoir, voilà, comme dit Pierre Rabhi, on n'a pas besoin d'avoir une banque de gazelles avec 12 gazelles dans le frigo. Enfin voilà, on n'a pas besoin d'avoir 3 voitures, 5 maisons. Alors il y en a qui sont encore dans l'accumulation. Mais bon, ils sont sur leur chemin, c'est peut-être dans une réincarnation qu'ils auront abandonné la réincarnation, mais voilà, en tout cas, s'éreinter, s'épuiser pour accumuler, ne pas en profiter, parce qu'en fait, ce qui Et en arrive, plus, c'est ça. voilà, et voir se rendre malade, voir arrêter et mourir d'un arrêt cardiaque, voilà, on se dit, mais tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, c'est vrai que le chemin spirituel, peut-être depuis un an,
bouger et toucher plus de monde aussi parce que Mmh, il y a eu cet arrêt assez brutal. Il y a mmh, eu un moment où il a fallu se réinventer une autre vie derrière les écrans, hein, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire comment mmh, on peut continuer à communiquer, à avoir une passion et à la partager, à s'ouvrir à l'autre. mmh, Pour ma part, hein, ça a été un vrai défi, cette année de savoir, bah, qu'est-ce que j'allais, comment j'allais faire mon travail, mmh, alors que, j'étais en salle, que j'étais dans mon cabinet et que tout ça s'est arrêté net. mmh, Et donc, oui, c'est sûr que si on reste, et c'est en cela peut-être que l'héroïne du Nouveau Monde est, c'est-à-dire vraiment caler à ce qui est important pour mmh, elle, pour l'autre et pour le monde. mmh. C'est plus dans ce sens-là, en tout cas, Ouais, qu'on peut peut-être le voir ouais. aujourd'hui. En fait, je pense que ce qui est juste pour soi, il faut d'abord être aligné avec soi-même. Ça, j'en suis persuadée. Ouais, c'est sûr. Ce qui est juste pour soi, après, est juste, voilà, c'est souvent on dit: «Mais, c'est l'autre qui doit changer». Non, 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 l'autre il changera que si moi je change. Mmh. Si je change pas, pourquoi je demande à l'autre de changer? Alors que dans notre relation, il y a des choses qui dysfonctionnent. Bah, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on est 2 et donc il faut aller, aussi se regarder et changer. Et ce que tu dis est très intéressant parce que c'est au moment où je me dis: «Tiens, l'autre doit changer», c'est sûrement à ce moment-là qu'il est Mmh, intéressant de regarder ce qui se passe pour soi. mmh, Au moment où tout d'un coup, on pose sur l'autre la demande alors qu'elle est mmh. sûrement faite à soi-même sans qu'on s'en aperçoive. J'ai gardé à l'esprit quand je m'étais formée à la communication non violente de Marshall Rosenberg, il y a une image qui est assez super, qui sont un garçon et une fille qui habitent chacun dans un village sur une colline et en fait ils ont l'habitude chaque année de se retrouver au milieu de ces deux collines, il y a un verger et ils vont ramasser ensemble les fruits chaque année. Et donc, l'un appelle l'autre en disant: «Bah, écoute, il faut qu'on aille ramasser les fruits, ils sont mûrs et cetera» et l'autre lui dit: «Mais non, ils sont absolument pas mûrs» et donc, celui pour lequel les fruits sont mûrs invite l'autre à venir sur sa colline et en venant sur sa colline, elle voit bien, parce que c'était elle dans l'histoire, que les fruits sont rouges de son côté, alors que de son côté à elle, ils sont verts. Voilà et donc c'est vraiment la capacité qu'on a à sortir de nos points de vue, de nos croyances, et de notre colline et d'aller, sur la colline de l'autre pour essayer de voir que, bah, quand on est dans ses bottes, en effet, la vie n'est pas pareille, les choses ne sont pas pareilles. Je fais une formation de professeur de yoga en ce moment, là, depuis 1 an et demi Mmh. et on voit bien qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux dans les postures, dans la souplesse, dans la résistance, voilà et finalement, ce qu'on demande à un enseignant quel qu'il soit, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre et de s'adapter pour qu'il soit dans le confort et le plaisir et pas qu'il soit en mimétisme avec ce que le prof, l'enseignant est capable de montrer. On s'en fout de ça, parce qu'il n'y a pas de performance. L'idée, c'est plus de faire une expérience que effectivement de vouloir, Voilà. imiter l'autre, même Et de se si reconnecter à soi-même, à nouveau, d'être en lien avec, d'être capable de ressentir son corps, ses émotions, de comprendre ce qui se passe et de ne pas calquer des choses qu'on croit être bien parce que yoga, ça veut dire, je ne sais pas quoi, relier. Voilà, c'est vraiment d'être dans cette expérience de soi-même. et puis là, ce que tu parles, parce que tu vas sur un sujet qui est celui du corps, qui est encore Mm, différent des autres, de celui de la pensée dont on a parlé mm, avant, qui est mm, je dois passer à l'acte avec la tête, ou alors là, tout d'un coup, je propose à mon corps de faire une nouvelle expérience. mm, mm, Et c'est peut-être aussi comme ça que par un autre biais, je peux me mettre en mouvement. Mmh. mm. Chez Terre Humanisme, on accueille plusieurs centaines de participants à nos stages à partir du mois de mars. Et on invite les gens, bah, ils mettent les mains dans la terre, hein, puisqu'on on les accompagne sur, on va Exactement. dire, être capable de prendre soin d'un potager, de créer un potager. Et les effets, mais c'est fou, hein, ça vaut parfois des années de thérapie. C'est-à-dire que voilà, on a cette reconnexion et on voit, c'est comme si la sève montait au fur et à mesure de la semaine. Et la personne qui repart, c'est pas la personne qui est arrivée en fait. Elle a eu un, alors on va pas, elle Mais a si eu tu comme un veux, éveil. Mm. oui, tu peux y aller parce que c'est vraiment, moi je pense réellement que c'est une guérison. C'est tu Oui. mets les Mm. mains dans la terre et tout Mm. d'un coup la terre te donne La l'énergie. Oui,
elle te donne, et puis surtout, tu vois ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on est tellement dans notre cerveau gauche, on est tellement dans ce monde numérique, avec ces réseaux sociaux, ces trucs où on ne gère rien, on est dans cette toile. Et en fait, on a beaucoup de mal. D'abord, on fait quasiment plus rien avec nos mains, à part taper sur les claviers, voilà, parce qu'il y en a qui ne cuisinent pas, etc. Donc, le travail avec les mains, et puis être capable de voir quelque chose que l'on a réalisé. Quand on a réalisé voilà, une butte, quand on a semé, quand on voit les semis sortir, ben voilà, tout ça, ça nous ramène finalement à une temporalité et à une simplicité qu'on a perdue. Et qui est dans le vivant. Et qui est dans le vivant. Mm. Et le vivant, il est à son rythme. Il n'est pas au rythme de nos cerveaux, il n'est pas au rythme de nos ordinateurs, il n'est pas au rythme de nos Wi-Fi et autres. Il est à son rythme. Et là, on le voit bien, il a fait très froid, ben, la nature, elle a ralenti. Moi, je vois, il y a des jonquilles partout à Rambouillet, alors qu'en général, les jonquilles, on les a il y a 3 semaines. Donc voilà, la nature, on ne va pas lui imposer. D'ailleurs, quand on essaye de la changer, on fait un peu n'importe quoi. Et donc, ça nous ramène aussi à une posture d'humilité. Alors, humus, humilité, mais ça nous ramène à quelque chose qui nous réancre dans une temporalité et dans une réalité qu'on perd, en fait. Moi, j'adorerais que dans toutes les écoles de France, il y ait des potagers. Voilà, qu'on puisse mettre les mains dans la terre, qu'on puisse apprendre à cuisiner, les trucs de base pour vivre sur cette planète. C'est-à-dire que d'apprendre l'hypoténuse, le cosinus et tout ce que moi j'ai pu apprendre en section scientifique, c'était bien, ça a peut-être formé mon esprit, mais en tout cas, ça ne m'aide pas aujourd'hui dans ce temps de pandémie à mieux vivre, à mieux appréhender. En fait, on est obligé de réapprendre des choses qu'on ne nous a jamais apprises. Et ça vaut pour effectivement s'alimenter, mais ça vaut aussi quand on est une femme et qu'on devient une maman, avoir les temps de passage pour apprendre à être parent, apprendre à devenir des parents un peu enseignants, quoi, un peu éveillés. Quelle est ta bonne pratique à toi alors pour garder l'énergie de ce feu Je me mets en danger. Ah, Je fais des choses que je ne sais pas faire, ça me met beaucoup de stress. Mais d'accord. quand je les ai faites, ça me donne, voilà, ça me donne du plaisir. Après, qu'est-ce qui me maintient le feu? Bah, c'est ce que renvoient les gens, en fait. On va pas se mentir, hein. Je ne sais pas si ça nourrit mon ego ou si ça donne du sens, voilà, mais quand des personnes voilà, te disent grâce à toi, j'ai mis en place ça, ou grâce à cette conférence, ou grâce au lien que tu as fait. Moi, j'adore mettre les gens en lien, c'est un truc qui fait partie de mon ADN. Ça coûte rien et ça rapporte beaucoup. Et voilà, et c'est vrai que ces retours d'expérience, ces partages, c'est très inspirant. Mais tu disais tout à l'heure que tu te formes au yoga. Est-ce que tu as une pratique de yoga tous les jours, toi, ou pas du tout? J'y arrive pas parce que j'ai trop de travail, mais plusieurs fois par semaine quand même. Moi, ça fait 30 ans que je fais du yoga, donc j'ai eu la chance de découvrir ça quand j'habitais en Australie à l'âge de 20 ans. Et ça a accompagné ma vie tout du long. Voilà. Et donc j'avais envie d'aller plus loin, mais en fait, une autre des clés pour garder le feu, c'est aussi d'arrêter de se mettre la pression en fait. J'ai eu beaucoup de pression, hein, comme tout le monde. On a tous la pression. C'est pas quel que soit le poste qu'on a. En fait, c'est finalement soi avec soi-même. Et maintenant, mon leitmotiv, c'est de me dire à partir du moment où personne ne m'a relancé ou ne m'a redemandé quelque chose, c'est que c'était pas urgent. Et donc l'urgence, elle appartient à l'autre, elle ne m'appartient pas. Et j'avoue que ça me donne beaucoup plus voilà, de souplesse et de latitude pour avoir beaucoup d'exigences, je crois, malheureusement personnelles. Ça, voilà, ça me relâche en me disant, moi qui suis d'une impatience née, au moins, ben voilà, mon urgence, c'est mon urgence. Quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, je redemande. Et sinon, je ne me mets pas la pression sur des urgences hypothétiques des autres, qui sont parfois pour eux pas des urgences. Hein. Dans un mois, ça ira très très bien. Donc c'est prendre soin de soi, en fait. Voilà. Tout est une question d'échelle, n'est-ce pas? Exactement. Et de se connaître, voilà, et de se respecter. Mais c'est sûr que
le fait de bien se connaître et de savoir quand on est a priori comme toi une réalisatrice parce que tu aimes passer à l'acte, donc tu as Oui. des choses qui te réalisent. C'est Mm. aussi tes dons, c'est aussi le fait que toi tu fonctionnes comme ça et ça de te positionner avec des défis, ben, ça te fait avancer Mm. particulièrement Mm. et c'est ça l'idée, c'est savoir où sont ses points forts pour pouvoir justement Mm. les cultiver dans sa vie et Mm. avancer. Mmh. Oui, et trouver des équilibres. Voilà, s'il y a que des réalisateurs ou s'il y a que des personnes qui sont plutôt sédentaires, voilà, bon, il y a l'histoire des différentes personnalités ou des gens qui sont plus dans quelque chose de rangé, d'ordonné, parce que c'est ça qui les rassure et que c'est dans ça qu'ils sont heureux. Et je n'ai aucun jugement de valeur. Je pense qu'on a tous notre place dans ce puzzle. Mmh. Voilà, c'est d'être honnête avec soi-même et d'être à la juste place, en fait. Il y a des choses qui nous énergisent et il y a des choses qui nous consomment de l'énergie. Et c'est trop précieux parce que cette énergie, elle, voilà, elle a besoin d'être entretenue, de s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment d'arriver à trouver aussi les places et les endroits et les collectifs dans lesquels mon énergie est utile. Et puis à partir du moment où elle est plus utile et puis elle n'est plus nourrie, ben voilà, c'est d'être capable d'aller ailleurs. Voilà, il y a des temporalités en fait. On voit bien dans les vies des structures, des entreprises, des associations. Voilà, il y a des séquences, hein. Il faut être ajusté à la séquence, je pense. Comme dans notre vie, il y a des séquences. Exactement, c'est Voilà. exactement pareil. Il y a Comme dans notre mois où on a des cycles, nous les femmes, eh exact. bien, voilà, il faut arriver à surfer sur son cycle, comme dirait Gaël Baldassari. Et puis les connaître. Mm. Alors pour aller plus loin, si on veut te retrouver, comment faire? Une bonne question. Eh bien, on peut me retrouver chez Taïmanisme, voilà, où je suis très souvent. On peut me retrouver chez Actes Sud, où j'ai quand même cette collection, et puis j'accompagne aussi des auteurs de tous les sujets autour de la nature et la société. Mhm. Voilà. Et puis sur ces rencontres citoyennes que maintenant j'organise en ligne, hein, puisqu'on on est encore contraint dans nos rencontres physiques pour l'instant. Mais bientôt, j'espère qu'on pourra se retrouver en chair et en os. L'avantage, c'est qu'on peut venir d'un peu plus loin pour Voilà, te voir et en tout cas voilà, voilà. participer à des Exactement. animations. Donc Exactement. c'est Ça bien aussi. élargit. On Mm. va prendre le côté positif de cette Oui. toile qui nous permet Mm. d'être, Mm. d'avoir une De nous expansion. relier à distance. Exactement. Eh bien, écoute, un grand, grand merci. Je vais te laisser le mot de la fin. Si vous voulez laisser des commentaires à Françoise, des questions ou des remerciements, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. C'est à toi, Françoise, pour le mot de la fin. Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré. J'ai fait un débat d'ailleurs avec Marie-Monique Robin il y a 10 jours sur la fabrique des pandémies, où Marie-Monique a interrogé 62 scientifiques et un peu partout dans le monde, en fait, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive dans ces pandémies et surtout en tirer peut-être des enseignements et essayer d'évoluer pour non plus. Donc, il y a 15 ans, on en avait une tous les 10 ans et aujourd'hui, on en a une à 5 par an. Donc, l'idée, c'est de. La cloche, elle peut retomber si on le décide, hein, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et son livre a été préfacé par un scientifique qui s'appelle Serge Morand. Et à un moment donné, ce qu'il écrit, il dit: si la crise actuelle n'entraîne pas un profond changement dans notre économie mondialisée prédatrice des ressources de la planète, cause des crises climatiques, écologiques, sanitaires, économiques, énergétiques et financières, alors oui, préparons-nous, mais mieux aux prochaines pandémies. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que le niveau de conscience qu'on peut avoir du fait que nous, petits êtres humains, nous avons
une responsabilité dans le vivant et sur ce qui se passe dans cette planète, beaucoup plus importante que ce que l'on ne croit. Elle démontre dans son livre qu'à la fois la déforestation, à la fois l'urbanisation à outrance, à la fois la globalisation de nos échanges et puis aussi l'intrusion qu'on fait dans des biotopes, notamment au niveau tropical, fait que l'équilibre que la nature a pu établir est rompu. Et donc, d'où ces pandémies qui sont de plus en plus nombreuses. Ben voilà, essayons d'être acteurs à notre échelle et d'éviter, par exemple, de manger une viande nourrie avec des OGM cultivés en Argentine qui sont cause de déforestation. Voilà. Donc, je vous invite à lire ce livre, voilà, et à aller rencontrer Marie-Monique, qui nous fait un film d'ailleurs qui sortira le jour de la biodiversité 2022, le 22 mai 2022, où elle mettra en image toutes ces rencontres. Ce qu'elle fait, habituellement, elle fait l'inverse. Elle fait d'abord les films et après les livres. Et là, avec le confinement, elle a dû se livrer à un nouvel exercice. Voilà. Merci Nathalie. Merci beaucoup Françoise.